Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir Jean-Marc Mitton et Alain Dégage, anciens joueurs du Stade Lavallois et surtout co-auteurs du livre Nos années Stade Lavallois. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va évidemment parler du contenu de ce livre, de la véritable Bible du dernier siècle, des parcours d'Alain et de Jean-Marc aussi, de leurs souvenirs en tant que joueurs au Stade Lavallois. On aura aussi la deuxième partie de Club Oxygène avec du hand, du basket. On aura aussi la Coupe de France avec Mayenne et le Stade Lavallois qui joue ce week-end. Mais tout de suite, à nos deux invités. Club Oxygène. L'invité. Alors messieurs, déjà, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Comment vous est venue l'idée et pourquoi vous avez envie? Je sais pas qui veut commencer. Alors t'as raconté hier. Oui, comment j'ai commencé hier, tu commences. Oui, alors c'est très simplement, on se rencontre régulièrement avec Alain parce qu'on est quand même amis et lors de soirées de dîner, on est plusieurs amis et puis on parle beaucoup de foot et du Stade Lavallois et on a fini quand même par un peu énerver nos collègues et à un moment donné ils nous ont dit bon écoutez, on en a un peu marre d'entendre toujours les mêmes choses, vous feriez mieux d'écrire un bouquin. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée. Ils ont bien fait du coup. Oui, on a mis 3 mois à se décider. Et puis hop, c'est parti en début d'année, c'est parti. Ok. Vous avez mis combien de temps à l'écrire entre le moment où vos amis vous les énervez et le moment où vous l'écrivez, c'est combien de temps? Entre les deux, on a mis à peu près 3 mois. Parce que moi, j'étais pas très chaud au départ, faut l'avouer. À peu près, parce que j'avais un message du mois de novembre. On a commencé réellement début janvier. Okay. On a terminé fin juin. Fin juin. D'accord. Donc 6 mois à peu près. Avec des réunions toutes les semaines, pendant 2 heures, même quelquefois 2 fois dans la semaine, avec le rédacteur qui est Jacques Bonnet qui a écrit, parce que nous, si on avait fallu qu'on l'écrive, on aurait mis 10 ans. Hein. Il fallait du monde. Alors, est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous pouvez présenter un petit peu qui vous êtes pour le Stade Lavallois, ce que vous avez fait au Stade Lavallois? Alain, tu avais la parole, je propose qu'on commence par toi. Oui, bien moi j'ai commencé au Stade Lavallois à l'âge de 11 ans. J'ai arrêté au Stade Lavallois il y a 2 ans. Donc, pas que en tant que joueur. Non, pas qu'en tant que joueur, non, ça c'est exact. Bon, j'ai fait 2 petites intermèdes à changer et à forcer. À forcer 5-6 ans, 6-7 ans et à changer 3 ans. Et je suis revenu au Stade Lavallois. Donc j'ai été joueur dès l'âge de 11 ans, je me répète, jusqu'à la première division. En grimpant tous les échelons. Après, 79, c'est ça Comment en équipe première jusqu'en 79. Oui. Et puis j'ai été éducateur, j'ai entraîné l'équipe de 4e division parce qu'il y avait une équipe en 4e division, après de DH. Ensuite, j'étais président de l'association, j'étais président du directoire et les dernières années, j'ai été membre du conseil de surveillance. Ok, voilà. Pour Alain. Voilà. Jean-Marc, du coup... Alors j'ai fait moins de rôle au Stade Lavallois que Alain. Alors j'ai eu la chance de tomber, moi, à 18 ans, en venant au Stade Lavallois en 78, dans la belle période de l'AD1. Donc j'ai joué toute cette période-là jusqu'en 89, l'année où malheureusement le club est descendu en D2. Et après, même si j'ai fait un petit intermède au Stade Rennais pendant 2 ans, je suis revenu au Stade Lavallois pour m'occuper de la partie commerciale et sponsoring du club. Et j'ai même, en 2007, me suis occupé du recrutement du club pendant 5-6 ans, avec mon ami Loïc Perrard. Ok. Voilà. Qui a joué avec toi, Jean-Marc, oui, notamment au Stade Lavallois. Alors, vous avez joué une saison ensemble en 78-79, vous êtes quasiment croisés, vos carrières se croisent au stade. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochés finalement? Vous vous êtes connus plus sur le terrain ou en dehors? Moi, à force quand même lui, il était là depuis longtemps, il était là encore là après moi. Alors, forcément, on se voyait tout le temps. Et puis, on échangeait sur le foot, évidemment. Donc, on avait quand même un peu les mêmes motifs de conversation. Oui.
Le bouquin est signé d'une préface de Raymond Kérusoré. Oui. Pourquoi est-ce que c'était important pour lui, Alain, et pourquoi vous l'avez choisi, lui? Pour moi et pour Jean-Marc aussi, je pense. Pour nous, c'était très important. Pourquoi? Parce que Raymond Kérusoré a été élu joueur du siècle au Stade Lavallois. Et puis, pour moi, c'était sans doute le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Bon, je peux rajouter Patrick de la Montagne quand même, Raymond Kérusoré. Et puis en tant qu'homme, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu des relations extraordinaires. Et c'est l'homme et le joueur. Ok. Ouais. Parce qu'il est vraiment important, l'homme aussi, au-delà du joueur fantastique que c'était. Tout à fait, exactement. Dans le livre, vous racontez votre parcours au Stade Lavallois, notamment comment vous y avez commencé. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots chacun comment se fait votre arrivée au Stade Lavallois, si vous vous en rappelez? Alors Jean-Marc, en plus, tu n'étais pas directement au centre de formation, un petit peu. Oui, tout à fait. Je suis arrivé, en 78, le centre n'était pas encore créé, mais Bernard Maligan avait déjà une équipe de jeunes qui l'entraînait régulièrement après l'école, tous les soirs, et puis qui avait des grosses qualités. Et moi, je suis arrivé en 78, j'ai eu la chance, encore une fois, de rentrer directement dans le groupe professionnel. Et j'ai même fait mon premier match, moi, le 21 juillet 78, au FC Nantes. Et je me suis retrouvé, alors que je collectionnais les figurines Panini encore il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvé face à mes photos. La grande équipe de Nantes. Baron Kelly, Pécou Amis devant, c'était quelque chose, quoi. Tu ne me donnes pas le résultat? On a été battu que 2 buts à 1. Ah oui. Ouais, non, c'était... c'était honnête face à Nantes à cette époque. Voilà, on a fait un bon match. Et voilà, il y a eu des péripéties. Le gardien de but s'est blessé, il n'y avait pas de gardien de but remplaçant, donc c'est un joueur de champ qui pour rentre Laval. Oui, pour Laval, qui rentre dans les buts, au bout de 10 minutes de jeu. C'est pas... Bernard Simondi. Et ben moi je me retrouve dans le grand bain. Et ben on a pris un autre but, mais on en a marqué un, donc 2-1. C'était honorable. Et les débuts, alors toi Alain, tu étais au Stade Lavallois depuis tes 11 ans, c'est plus les débuts en D1, on en parlait tout à l'heure en off quand on est arrivé, les débuts du Stade Lavallois en D1, notamment on en parlait face à Saint-Etienne, le Stade Lavallois qui accueille Saint-Etienne et les supporters qui arrivent avec des escabeaux, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance, le folklore qu'il y avait Déjà la montée en D1, c'était, je ne vais pas dire inespéré, mais pratiquement. On partait pas en début de saison en disant on va monter en D1. Bon, sachant qu'on était le premier club amateur français à passer professionnel. C'était jamais arrivé avant. Donc, alors, c'était l'euphorie déjà de monter en première division. Si c'était aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou autres, la ville aurait été envahie pendant 2 jours, là. Même en Coupe d'Europe, si tout ça avait existé. Et puis, cette montée en première division a changé beaucoup de choses pour le Stade Lavallois. Donc, et moi, j'avais décidé d'arrêter parce que je travaillais. On a rappelé, c'était pas des contrats pro à l'époque. Mais il y avait première année professionnelle, c'était professionnel l'année suivante. Donc là, obligé d'avoir des contrats pro. Ouais. Mais moi, je voulais pas passer pro à mon âge. Et Michel le Millénaire m'avait dit bon, si j'ai besoin de toi, pas de problème. Donc j'ai commencé comme ça, il a eu besoin de moi assez rapidement. J'ai dû faire, une quinzaine de matchs en première année. Voilà. C'est rare les gens qui veulent pas passer pro aujourd'hui. Ouais, mais j'avais 30 ans, 31 même, 31, donc non. J'étais directeur d'agence dans une banque qui est le Crédit Agricole, alors donc je voulais pas laisser mon boulot. Okay. Voilà. Et cette ambiance qu'il y avait, on en parlait face au vert, cette ambiance qu'il y avait autour, c'est pas le Le Basser qu'on connaît aujourd'hui avec la fouille de sécurité quand on rentre, très clairement. Ah ben non, le premier match à Le Basser, comme je te disais tout à l'heure, il y avait
terrain 1800 ou 22 000 spectateurs, les gens arrivaient avec les tabourets, les escabeaux, les litres de bière, il y avait des chaises sur la piste parce qu'il y avait une piste autour du terrain. Non, aujourd'hui, c'est impossible. À l'image de la société, ce serait pas possible. Mais c'est quelque chose qu'a connu Jean-Marc aussi, après, avec l'Austria et Kiev, où il y avait pratiquement 20 000 aussi. Bon. Mais maintenant, la sécurité oblige, fait que c'est impossible. Ces années, c'est évidemment les années Michel Lemillinaire, les années Henri Bisson. Est-ce que tous les deux, vous pouvez, peut-être on va commencer par le président d'abord, on commence en haut. Henri Bisson, qu'est-ce que ça représente pour le Stade Lavallois et qu'est-ce que vous en dites dans ce livre notamment ? Henri Bisson, Alain l'a encore plus connu que moi, mais moi, les années que j'ai passées avec lui, c'était un homme qui aimait son club, qui aimait ses joueurs, qui était un homme entreprenant, qui était ambitieux, mais il restait toujours à sa place. Il était même assez discret par rapport à nous. Et c'est un homme qui a fait grimper les échelons au Stade Lavallois. Donc le succès, les belles années du Stade Lavallois, on le doit en grande partie aussi à Henri Bisson. Et Michel Lemillinaire, qu'est-ce que ça représente pour vous deux, si vous deviez dire... Moi, Michel Lemillinaire représente tout pour moi parce que je n'ai qu'un entraîneur, c'est Michel Lemillinaire. Alors donc, non mais ça représente, comme Henri Bisson, à une période donnée, ils étaient indissociables. On pouvait pas... Mais Michel Lemillinaire représente... Pour beaucoup de joueurs, même pratiquement tous les joueurs qui sont passés au Stade Lavallois, quelque chose d'important, quelque chose de on avait affaire à un pédagogue, un homme de terrain, quelqu'un qui... C'était le Stade Lavallois. Vous alliez dans n'importe quelle région de France, le Stade Lavallois, c'est Michel Lemillinaire. Non, c'est... Enfin, pour nous, il a tout représenté, hein. Ah oui. Et puis dans le livre, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui, mais on en parle, je pense, de belle façon, lui et Henri Bisson, et ça n'a pas été du tout une narration journalistique. On a parlé de l'homme, de ce qu'on a, nous, on a vécu avec lui, et c'était déjà un passionné de football. Il était déjà il était investi par cette mission. D'ailleurs, il était pédagogue à la base, plus entraîneur, professeur des écoles, professeur pédagogique, je crois. Il tournait dans les écoles. Voilà, c'était un homme intelligent et pédagogue, et aussi, surtout, responsabilisait beaucoup les joueurs et les jeunes notamment. Il leur faisait confiance. Ça marchait comment à l'époque, un entraîneur? Aujourd'hui, on travaille avec tout ce qui est vidéo, beaucoup de mise en place tactique, tout ça. À l'époque, c'était comment? À l'époque, c'était relations humaines. Oui. Relations de personnes. Il n'y avait pas de data. Et le recrutement était fait par Michel Lemillinaire. C'est tout. C'était une question de relations entre les personnes. Hein. Principalement, c'était ça. Parce qu'il n'y avait pas... cellule recrutement, il n'y en avait pas. Et donc... c'était vraiment différent. Il y avait à l'époque, il y avait Mimi, comme beaucoup, était constamment au téléphone avec ses collègues. Pour prendre les informations. Et puis il s'entendait bien avec tous les entraîneurs. D'ailleurs, il a été élu 2 fois meilleur entraîneur de France, élu par ses pairs. Donc c'était un homme qui était attachant pour tout le monde. Et il avait des infos tout le temps. On lui disait qu'il y avait des joueurs à regarder, à vérifier. Et je pense que comme ça, il a eu aussi pas mal de possibilités de recrutement. C'était quoi une semaine d'entraînement, enfin une semaine d'un joueur du Stade Lavallois, quand on est monté en D1 notamment, c'était quoi la semaine classique du lundi au dimanche? C'est comme aujourd'hui, c'est entraînement une fois par jour, c'est le match... même 2 fois par jour. Tu sais, les entraînements n'ont pas beaucoup changé. Enfin, la quantité d'entraînement n'a pas changé tellement. En début de saison, on s'entraîne toujours un peu plus. Alors ça pouvait être 2 fois par jour pendant 3 jours, ça pouvait être 3 fois par jour, et après 1 fois par jour. Et puis quand la machine était rodée, eh bien, il n'y avait plus qu'un entraînement par jour, comme ça se fait aujourd'hui, surtout en période hivernale où on a bien bossé avant, on a joué beaucoup.
Bon, voilà, c'est comme aujourd'hui. Peut-être tout ce qui est plutôt à côté, récupération, soins, aujourd'hui, qui n'étaient pas pareils. Il y a peut-être plus d'intensité maintenant, mais il y a beaucoup plus de récupération, de soins qu'à cette époque-là aussi. Oui. Beaucoup de choses qui ont changé, même les surfaces de jeu, on en parlait aussi. Évidemment. Oui. Entre un champ de patates et maintenant un billard, c'est pas pareil. Hein. Surtout l'hiver, avec Michel Le Milinaire, on s'entraînait. Avec Mimi, c'était simple, hein, alors pas tout le temps, mais c'était 1h30 d'entraînement parce qu'on jouait 1h30. Donc voilà, on était dans la boue pendant 1h30. Donc les organismes, des fois, on avait un peu de mal à se défatiguer. C'était un seul terrain pour les matchs, pour l'entraînement à Yvinec, avec qu'un seul terrain. Alors les matchs, l'équipe première, l'équipe pro, c'était à Le Basser déjà. Hein. Oui. Mais il y avait d'autres équipes qui jouaient le week-end, sur le terrain d'entraînement. À Yvinec, oui. Donc on ne retrouvait pas le terrain dans un état fou le lundi. Pas très bon. Voilà, pourquoi. Je voulais vous parler aussi de vos souvenirs. On va commencer par Alain d'abord, c'est le plus ancien, Jean-Marc Conera. Quels souvenirs tu gardes des accessions successives de la CFA à la D1 ? Alors, la CFA, la CFA 63-64, 1963-64, le Stade Lavallois était en DH et monte en CFA. Ce qui correspond aujourd'hui à la 3e division. Hein. Donc, moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'ai fait quelques matchs en DH, après 64-65, quelques matchs en 64-65 pour être titulaire après. Donc, c'était déjà un grand pas franchi par le club, par M. Bison, parce que déjà à cette époque-là, quand on dit que c'est quelqu'un qui voyait loin, qui avait certainement des ambitions ou autres, c'est que 64-65, déjà il y avait pas mal de joueurs qui venaient extérieurs de la Mayenne, extérieurs de Laval même. Donc, c'était pas pour faire de la figuration. Ouais. Hein. C'était des joueurs de bon niveau. Voilà. Après, le passage en 2e division s'est fait assez naturellement parce que il y avait plusieurs groupes et les premiers de chaque groupe allaient constituer la 2e division qui s'appelait Nationale d'ailleurs. Et puis en 75-76, il y avait 2 groupes de Nationale. On termine 2e derrière le Stade Rennais, qui était en 2e division. Et on joue, et dans l'autre groupe, c'était le SCO d'Angers qui finit premier. Et on joue les barrages contre le Restart et on bat le Restart en barrage. Et là, c'était un grand moment quand même du Stade Lavallois. C'était, même si les autres périodes précédentes étaient intéressantes, celle-là, on passait un cap. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on passait d'amateur, parce qu'on est amateur, même s'il y avait des professionnels qui jouaient dans les groupes, il y avait des équipes professionnelles, on passait d'amateur à professionnel. En 1re division, et vous n'étiez pas attendu Laval n'était pas programmé pour monter aussi vite en 1re division. Non, je pense pas, non. Mais comme je répète souvent, l'ambition du président, il ne nous disait pas qu'il voulait monter parce qu'il était discret, comme disait Jean-Marc, mais dans son fort intérieur, je pense qu'il était ambitieux. Parce que vous ne faites pas venir pour jouer en 2e division des joueurs. Alors, j'ai t'en cité plusieurs que tu es trop jeune, alors tu ne vas pas savoir, mais Daniel Rodiguero, international, Bernard Blanchet, international, Raymond Kérusoré, international, Camara, international sénégalais, d'autres, Georges Tripp et des joueurs d'un très très haut niveau pour jouer les dernières places en 2e division. Hein, je ne crois pas. Voilà. Incroyable. Hein. Donc, je pense qu'il y avait quand même une idée dans la tête du président pour
progressé petit à petit. Bon, mais au début d'année, entre nous, on n'était pas fait pour... Enfin, on n'avait pas prévu c'est arrivé comme ça au fil d'arriver du comme temps. ça en première division. Ça, c'était le souvenir d'Alain. Jean-Marc, évidemment, comment ne pas évoquer l'un des plus grands moments de l'histoire du Stade Lavallois. On a dû te poser la question des centaines de fois, mais l'Europe, sûrement l'un des plus beaux, le plus beau moment du Stade Lavallois, peut-être, ou le plus connu. Tu y étais. Bah oui, ça fait partie, à un moment donné, comme pour Alain en 76, un truc un peu exceptionnel, incroyable. On se retrouve en Coupe d'Europe, Laval, 50 000 habitants, qui se retrouvent en Coupe d'Europe contre le Dynamo de Kiev en plus. C'est pas programmé non plus. Alors non, c'est pas programmé parce que en 1900, la saison 80-81, on a failli descendre de première division en deuxième division. On se maintient dans les dernières journées. Et les 2 années qui suivent, on finit 2 fois 5e du championnat, de D1. Les 2 années qui suivent. Et grâce à ça, on fait quand même, au bout de la 2e année, on fait la Coupe d'Europe en 83-84. Et du coup, on n'était pas vraiment programmé pour ça, hein, c'est sûr, hein, pour faire de la Coupe d'Europe. Et ces matchs, quand on y arrive... Ah, mais c'était incroyable. Alors, il faut quand même savoir que ces 2 années qu'on finit 2 fois 5e du championnat, on a eu quand même des belles satisfactions. Parce que quand vous êtes 5e du championnat, ça veut dire que vous avez battu des belles équipes, oui. Des belles écuries, et qui nous respectaient pendant 2 ans. Et donc, en ayant terminé européen à la fin de l'année 82-83, tous ces joueurs-là qui avaient fait la qualification avec nous, beaucoup sont partis. Ils ont été sollicités, ils sont partis. Et hop, le club repart avec le centre de formation une fois de plus. Et ça se passe pas trop mal quand même dans le championnat, puisqu'on doit finir dans les 10e ou 8-10e. Et par contre, on fait la Coupe d'Europe avec tous les gamins, quoi. Et hop, c'est parti. Quel souvenir tu gardes de ce premier match en URSS notamment Alors là, il y en a plein, hein, parce qu'il y a plein de souvenirs qui reviennent. On en a tellement parlé. Pays très austère aussi. Ah oui, alors c'était l'Union soviétique. Ah oui. C'était l'Union soviétique. L'équipe de Kiev, à l'intérieur de cette équipe, il y avait Oleg Blokin qui venait d'être Ballon d'Or. Ballon d'Or. Donc c'est pas rien non plus, 2 ans avant, je crois. Et puis c'était l'ossature de l'équipe du RSS, quoi, ni plus ni moins. Donc c'était quand même une équipe qui était solide, très très solide, athlétique. Pas du tout un jeu latin, hein, c'était un jeu assez direct. On frappe, on court vite, voilà. Bon, mais on le savait. Hein. Et c'est pour ça qu'on était préparé au jeu de tête. Et il y a ce deuxième match face à l'Austria de Vienne, et ce match retour où malheureusement ça se passe pas bien pour le Stade Lavallois. Est-ce qu'il y avait de la déception ou quand même de la satisfaction d'avoir passé ces tours? Il y avait de la satisfaction. On était au même rythme que les supporters. On était contents d'avoir été là, d'avoir vécu ça. Bien sûr, une frustration quand même. On regrettait de ne pas être passé. On était passé pas loin de la qualification. Et je pense que c'est surtout notre match aller à Vienne qui nous a plombé. On a été battu 2-0, alors qu'on aurait dû marquer un but. On n'a pas été gâtés par l'arbitrage à ce moment-là. Donc venir à Laval avec 2-1, on n'aurait pas été obligé de gagner 3-0 à la mi-temps. Puis à la mi-temps, on avait laissé des plumes. Oui, mais pourtant, il y avait ce résultat fou à la mi-temps. C'était... Vous menez. C'est un regret ou non? C'est comme ça, c'est une carrière et... C'est pas un regret parce qu'on arrivait tellement loin que c'était improbable, quoi. Par contre, on se serait appelé Paris Saint-Germain et qu'on avait été battu au deuxième tour. Ça n'aurait pas été pareil. Pour continuer d'évoquer ces années avec vous, je remarquais en lisant les sujets, lisant le livre, les buteurs souvent, les grands buteurs du Stade Lavallois à l'époque sont allemands. On parle de Georges Tripp, on parle de Kostédé, de Krause. Quel souvenir vous en gardez? Est-ce que c'était une marque de fabrique à l'allemande à cette époque-là d'avoir des très bons buteurs? Je ne sais pas si c'était une marque de fabrique, mais c'est vrai qu'il y avait une filière Georges Tripp est arrivé le premier. Après, Georges Tripp c'est lui qui a dû faire venir Uwe, non? Kostédé d'abord. Kostédé d'abord. Oui, Kostédé d'abord. Il a été, je pense qu'il a fait quelque chose pour qu'il y ait des joueurs allemands qui viennent. Mais effectivement, c'était trois très grands buteurs. Ils vous impressionnaient quand vous les voyiez jouer? Ah, Kostédé, oui.
Enfin, moi, je suis pas joué avec lui, mais que c'était impressionnant. Moi, c'est le plus grand avant-centre que j'ai jamais vu. Moi. Ah ouais. Okay. Impressionnant. Et tu sais, il était remplaçant de l'équipe d'Allemagne, de Gerd Müller. Gerd Müller qui a quand même été Ballon d'Or aussi. C'était pas rien. Mais nous, en deuxième division, et l'année de la montée, on a eu Georges Stripp, qui était aussi un super buteur. Oui. Costédé a plus joué avec toi, Jean-Marc? Oui, moi j'ai joué. Moi, j'ai pas joué avec Costédé. Il est resté une seule année au Stade Lavallois en 79-80, et moi je l'ai connu là. Et il a fini meilleur buteur du championnat, quoi, avec Delionis. Hein, c'est quand même pas rien non plus. Hein. Il y a eu quelques. On voit souvent les anecdotes sur Costédé qui retournait en Allemagne, qui prenait sa bière après le match et tout. C'était un joueur spécial aussi, hors des terrains. Et... C'était un personnage extrêmement gentil, attachant. Il était toujours. Il y a toujours un mot gentil. Il était très effacé, mais c'était un bon coéquipier. Ouais. Et pourtant, il a été mis à rude épreuve avec Mimi au départ, parce qu'il n'était pas en forme au départ. Hein. Il a fallu le mettre en forme. Hein. Il est arrivé, moi je raconte ça dans le bouquin, il est arrivé un peu bedonnant. D'ailleurs, tout le monde se demandait si c'était un joueur ou pas, ou papa d'un joueur, quoi. Et il a mis quand même 6 ou 7 rencontres avant de devenir compétitif. Vous avez douté un petit peu à l'époque? Oui, au début. Et après c'est parti. Et après c'est parti. Il a marqué 3 buts à Strasbourg le 7e match, et puis hop, on était dernier, hop, on est remonté à la 5e place. Avec tous ses buts. Moi j'ai vu marquer des buts vraiment extraordinaires. Ah oui. Extraordinaire. Un plaisir. On verra ça aujourd'hui à la télé, ces buts-là, mais il passerait en boucle... à la télé. C'est les plus beaux buts. Aujourd'hui, on se dit c'est fou d'avoir eu un joueur comme ça à Laval, avec du recul quand même, ouais. Ah oui, moi je me demande comment on a fait pour avoir un joueur comme ça chez nous. Hein. Parce que franchement, alors il n'était pas très connu parce que, comme disait Alain, il était derrière Gerd Müller. Oui. Et donc il était remplaçant tout le temps en équipe nationale. Et on n'entendait pas beaucoup parler de lui. Hein. C'est fou. Hein. Et oui, à l'époque, l'équipe d'Allemagne était... c'était le top. Hein. Oui. Avant de finir, je voulais vous demander, dans vos carrières, vous avez été beaucoup au Stade Lavallois, notamment Alain qui était très longtemps. C'était important pour vous de rester au Stade Lavallois en tant que dirigeant, en tant que recruteur, de rester lié au Stade Lavallois. Pour vous, ça avait une importance particulière après votre retraite sportive de joueur? Écoutez, moi, la question c'est pas trop posée. Hein. Moi, j'étais Lavallois, j'ai joué au Stade Lavallois, j'ai continué après, j'ai joué en 3e division, 4e division. L'entraîneur de 4e division s'est arrêté, je l'ai remplacé, et puis c'est parti comme ça. C'était limpide. Et puis voilà, sans problème. J'ai arrêté d'entraîner, je suis rentré président de l'association. Et puis les choses se sont faites naturellement. Se sont faites naturellement, évidemment. Ça, peut-être pas aussi limpide que je vous le dis, mais si, mais sans heurts, avec non, et sans problème. Ok. Et pour Jean-Marc? Moi, ça a été logique à partir du moment où ici j'ai trouvé une ville, un département, une famille. Puis quand on a tout ça, quand on se plaît, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Alors j'ai eu bien sûr la possibilité de partir. Après, je me disais, je suis titulaire constamment moi, au Stade Lavallois. Michel Leminière me fait confiance. Il m'avait même mis capitaine une année. Je dis, moi, qu'est-ce que je vais aller faire dans un autre club? Si, peut-être gagner un petit peu plus d'argent. Mais bon, c'est pas ça qui m'a motivé. Ouais. Moi, je voulais jouer. Je voulais avoir le plaisir de jouer en D1. Et donc, je suis resté. Et puis, petit à petit, j'étais intégré complètement dans la ville. Et voilà, les amis. Donc, je suis resté à Laval. Avant de passer à l'interview flash, on rappelle qu'on est là pour votre livre, Nos années Stade Lavallois, histoire de faire un petit peu de promo, de mettre l'eau à la bouche. Est-ce que vous avez une anecdote ou une petite histoire qui vous marque, que vous voudriez raconter? Votre petit truc préféré du livre, chacun? Une anecdote préférée, je ne sais pas laquelle, parce qu'on en a raconté quelques-unes. Un moment.
Une anecdote. Ouais, une anecdote, un moment, une petite histoire pour mettre l'eau à la bouche. Petite histoire. Bon, je vais raconter ce que je racontais encore. On va jouer à Paris FC, je crois. Je crois que c'est Paris FC. À Jeanboin, à côté du parc. Hein. Parce qu'il y a un match de l'équipe de France le soir. On joue à 5h dans la soirée. On s'arrête déjeuner à Chartres. Et le menu, à cette époque-là, c'était jambon, steak purée. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est crudité, c'est viande blanche, c'est poisson, enfin, peu importe. Mais c'était un menu sportif quand même. Et qu'est-ce qu'on voit arriver à l'entrée? C'était des cuisses de grenouille. Alors évidemment, je pense qu'il y a eu une baldonne. mais on n'a pas... peut-être un ou deux qui ont dû manger les cuisses de grenouille, mais les joueurs n'ont pas mangé les cuisses de grenouille. Ça n'a pas eu d'effet sur le match après. C'est une anecdote, ça. Hein. Comme on raconte quelques-unes, d'ailleurs. Oui. Justement, oui, il est pimenté de ça, le bouquin, Jean-Marc. Moi, j'en ai eu plusieurs aussi avec Zanédéen. J'en ai eu une avec Pierre Aubin, on l'a raconté. Je peux raconter la deuxième avec Pierre, parce que le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était un bon copain, on faisait souvent des chambres ensemble, mais à l'hôtel, hein, quand on allait jouer. Oui. Et les Africains, souvent, donnaient la possibilité au club d'aller faire des tournées dans leur pays, parce qu'ils étaient vraiment... les Africains, et notamment Pierre ou les Sénégalais, Pierre était gabonais et le Gabon était fier de son joueur qui joue en D1. Hein. Et donc il nous invitait à passer une semaine au Gabon pour faire une petite tournée, pour jouer contre les équipes locales, quoi. Et Pierre, moi je me suis retrouvé en chambre avec Pierre et à partager une voiture de location avec Pierre, sauf que ce que je savais pas, c'est qu'il était plus connu que le président Bongo. Et que quand on se baladait en ville, en voiture, avec Pierre, on a vu une troupée de gamins qui sont arrivés autour de la voiture, qui ont bougé la voiture. Moi, je me demandais ce qu'on allait devenir. Et tout d'un coup, il y a eu les militaires qui sont arrivés. Et là, comme une volée de moineaux, ils sont tous partis. Il y avait des centaines de sandales par terre. Ils avaient tous détalé. C'était vraiment la vedette locale. C'était pire que le président. Okay, incroyable, incroyable. Ok, merci beaucoup messieurs, je vous propose qu'avant de se quitter, on passe à l'interview flash. Je vous pose des petites questions, vous me répondez très rapidement. La première chose qui vous vient. Club Oxygène, l'interview flash. On va commencer par Jean-Marc et après Alain tu me réponds. Le plus beau match de ta carrière? Austria-Vienne. Alain? Le Restart. Le joueur le plus fort que tu as affronté? Michel Platini. Michel Platini. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Raymond Kérusoré. Kérusoré aussi, Alain? Alors je en mettrais deux, moi je mettrais de la montagne. Alors je mettrais deux, Patrick de la montagne aussi. Non mais ce sont les deux joueurs techniquement qui ont, même si c'est pas flash, qui ont marqué le Stade Lavallois au niveau de leur qualité technique. Et... Bon, on va dire Kérusoré pour l'un et de la montagne pour... On dit pas qui a choisi qui, mais comme ça, il y a les deux. Le club où vous auriez rêvé de jouer dans votre carrière? Bordeaux, moi. Alain? Moi, j'ai toujours été au Stade Lavallois, alors je ne sais pas. Le Stade Rennais. Votre première paye de footballeur, c'était combien à l'époque? Environ 1000 francs, moi, c'était. 700 francs. J'étais stagiaire. Ok. Alain? Alors, nous, on était amateurs, on n'était pas payés. C'est clair. On touchait des indemnités, 100 francs. Ok, oui, c'était vraiment histoire de... Ah oui, mais je travaillais, mon salaire était de 300-400 francs. Hein, ok. Donc c'était vraiment c'était différent. Et enfin, allez, chacun un argument. Pourquoi il faut absolument lire et acheter Nos années Stade Lavallois? Parce qu'il est écrit par 2 footballeurs et non par 2 journalistes. Alain? Bien, dans la continuité, parce que on raconte ce qu'on a véritablement vécu de l'intérieur, que ce soit en parlant d'Henri Bisson, Michel Le Millinaire, et des matchs et des joueurs.
Ok, très bien. Donc on rappelle le bouquin, si vous voulez vous le procurer, il est en vente dans les librairies de la Mayenne, à la cave de Jean-Marc Mitton aussi également. Ça permet de faire 2 bonnes actions en une. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de ventes de bouquins et que tout le monde soit bien renseigné sur l'histoire du Stade Lavallois. Et de bonnes fêtes de Noël qui approchent. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à Merci, vous. Sylvain. À nous on passe Merci. tout de suite au reste de l'actu mayonnaise. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.